bille en tête. La conscience, la matière et la machine. La révélation. Un podcast de Bernard Blancan. Épisode 3. À distance. Voici un moment que je vous parle de la relation à distance entre la conscience et la matière. Dans cet épisode, je vais vous montrer que c'est peut-être possible. Certes, d'un point de vue scientifique, c'est totalement impossible. Mais cette impossibilité théorique doit-elle nous interdire d'observer des résultats objectifs, de prendre en compte des pratiques ancestrales qui semblent fonctionner sur ce principe ? En 2006, c'est mon père biologique que je rencontrais pour la première fois qui m'a fait essayer des baguettes de sourcier. Un sourcier trouve l'emplacement d'eau souterraine à l'aide de baguettes de bois. Et ça a marché. Au fil des rencontres avec des sourciers professionnels, je me suis rendu compte qu'ils cherchaient souvent de l'eau à distance en promenant un pendule au-dessus d'un plan. Si j'ai commencé à les prendre pour des malades mentaux, j'ai fini par accepter, comprendre et expérimenter moi-même que c'était vrai. Aujourd'hui, je donne la parole à une figure des sourciers en France, aujourd'hui âgée de 89 ans. Michel Hennick, bonjour. Vous êtes un sourcier en Provence. Oui. Et je crois que vous avez quelques recherches à votre actif. Oui, plusieurs milliers de recherches, puisque c'est 27 ans que je cherche l'eau. Vous m'avez dit que vous commenciez par faire une recherche sur plan avant de vous rendre sur place. Toujours, c'est ma technique habituelle qui me donne le meilleur rendement de taux de réussite, ce qu'on appelle. J'ai un taux de réussite de 98%, qui est la moyenne consolidée depuis 27 ans. Et je fais la phase 1 qui consiste à travailler avec des logiciels de recherche comme GeoPortail qui est connu. Et je travaille avec mon pendule sur grand écran en direct, comme si j'étais d'un hélicoptère. Et c'est là que je détermine le passage d'une veine d'eau, que je détermine le point de forage le mieux placé, et je pratique un enregistrement avec un relevé GPS. Et après, je vais sur le terrain et je redeviens le sourcier avec son petit attirail habituel. Et là, je localise avec antenne de l'échelle, pendule, tout ce qui s'ensuit. L'endroit exact, c'est là que le trépant de la foreuse va intervenir. Voilà comment ça se passe. Michel Hennick n'est pas que sourcier. Il fait partie de ces gens qui ont utilisé leur art pour la recherche de personnes disparues. Il a trouvé ou retrouvé une trentaine de personnes disparues, vivantes ou mortes, souvent en collaboration avec la gendarmerie. J'ai eu accès à ces classeurs de collectionneurs de preuves dans lesquels figurent des plans, des photos, des articles de presse et de nombreuses lettres de remerciements, y compris quelques-unes émanant de la gendarmerie elle-même, à l'époque où ces pratiques sulfureuses étaient encore discrètement admises. Il nous raconte sa première recherche en 1987. Une épouse suicidaire avait disparu du domicile conjugal avec son fils de 13 ans. Ça a été ma première recherche que j'ai effectuée, elle m'a beaucoup marqué à mes débuts. C'était en juin 1987, pour être précis, en Charente-Maritime. Je venais de démarrer des recherches de disparus. Le support de recherche à utiliser, j'ai demandé au papa qui m'avait appelé, me disant je suis sur un divorce bataille avec mon épouse, ça se passe mal. Elle a quitté la maison, elle a des idées suicidaires, j'ai peur pour mon enfant et pour elle. Et le papa m'a dit je n'ai pas de photos à vous envoyer, ma femme a tout enlevé. Il y a dans la chambre de mon petit garçon un petit dessin accroché au mur qui a été fait au crayon feutre. C'est le seul objet témoin existant que je peux vous donner. Donc j'ai travaillé avec ça et j'ai commencé à travailler par déduction, c'est-à-dire essayer de voir si l'enfant était vivant ou mort. Il était vivant. Ensuite, mais où était-il ? J'ai cherché sur tous les départements de France, tous les départements des nations de l'Europe. J'ai cherché l'Afrique, l'Amérique, et en Amérique, en Amérique du Nord, mon pendule a matché sur la ville de New York. Je me suis fait prêter des cartes auprès d'Air France du plan de New York et j'ai trouvé dans le Bronx, pour être précis, il y avait une intersection de deux grandes avenues avec un bâtiment qui faisait le coin et mon pendule assistait pour ça. Et j'ai appelé mon ami, mon maître de l'époque qui m'a
aidé à faire ces choses-là, qui m'a formé à ça. Et lui, il trouvait rigoureusement comme moi. Il me dit, écoutez, j'ose pas vous dire. Je lui dis, René, dites-moi. Il m'a dit, ben voilà, il me dit, on a trouvé le même point. Alors j'envoie ça à la famille. On a reçu la lettre du papa qui nous a envoyé, qui est datée du mois de juin, et qui nous dit, voilà, je vous remercie pour l'aide immense que vous m'avez apportée. Pour retrouver mon fils, les renseignements de la poste new-yorkaise nous ont confirmé qu'un frère de mon épouse habitait à l'adresse que vous m'aviez donnée. Et l'enfant a été retrouvé. D'où la lettre de remerciement de ce monsieur vis-à-vis de mon ami René et de moi. Voilà, c'est une belle histoire qui m'a marqué profondément. Les sourciers sont de la famille des guérisseurs et magnétiseurs. Ces derniers soignent aussi à distance, à l'aide d'une simple photo. Pour vous parler des guérisseurs, j'ai invité Vincent Navisé, magnétiseur, énergéticien à Paris. Je lui ai demandé la proportion des soins à distance qu'il pratiquait par rapport aux consultations en cabinet. Depuis le Covid, ça a beaucoup augmenté les soins à distance parce que il y avait nécessité, parce qu'on ne pouvait pas se déplacer. Et puis les gens ont pris l'habitude en fait d'avoir pas mal de soins à distance. Donc là, c'est monté entre 30 et 40%. Je lui ai ensuite demandé s'il y avait une différence entre le soin à distance et le soin sur place. À côté de moi, en cabinet ou à distance, à des centaines de kilomètres, je sens vraiment les mêmes énergies, je sens vraiment la même chose. Les gens aussi qui sont sensibles, en fait, vont ressentir les mêmes choses. Je fais souvent, en fait, comme des rendez-vous, sauf que la personne, au lieu d'être à côté de mon cabinet, elle est allongée de son côté sur un canapé ou sur un lit. Je la vois par WhatsApp, généralement en vidéo. Puis là, donc, je la magnétise directement, quoi. Donc, c'est comme un soin en cabinet. Et donc, elle va ressentir la même chose, les résultats vont être les mêmes. Voilà, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de notion de distance dans notre métier. On ne sait pas comment ça marche, mais ça marche. Je lui ai demandé si la pratique du soin à distance était fréquente chez les guérisseurs. Parmi les dizaines et dizaines de magnétiseurs que je connais, parce que je fais partie d'un groupement qui s'appelle le Gnoma, où on est ensemble, on se réunit entre magnétiseurs, on se connaît bien. Tous pratiquent à distance, tous sans exception, avec des bons résultats. Donc en fait, c'est quelque chose qui se pratique, je pense, depuis des dizaines, voire des centaines d'années, et tous les magnétiseurs sont capables de travailler à distance, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est vrai que c'est que par empirisme qu'on fait ça, mais on sait que ça marche, et on a des résultats comme ça. Je suis toujours très attentif, voire même influencé par la parole sceptique. On peut toujours considérer que les guérisseurs provoquent au mieux un effet placebo. Vous savez, ce fameux effet d'auto-guérison psychologique. C'est parce qu'un magnétiseur m'a appris à couper le feu à distance, soigner les brûlures, que j'ai commencé, il y a plus de 15 ans, mes premières expériences pour voir si une intention pouvait avoir une influence à distance sur de la matière vivante. Et la science dans tout ça. Alors, il n'est pas tout à fait exact que la science dit que les interactions à distance sont impossibles. La physique de l'infiniment petit, la physique quantique, connaît bien ce phénomène. Il s'appelle l'intrication. Ce phénomène avait été prédit par Einstein sous le nom d'action fantôme à distance. Mais à vrai dire, il n'y croyait pas trop. Mais c'est un Français, Alain Aspect, qui l'a montré expérimentalement en 1970 avec des photons. 2 photons intriqués sont ensuite séparés, chacun dans une boîte à photons, puis éloignés l'un de l'autre, par exemple d'une centaine de kilomètres. Rien ne les relie. Mais quand on change la polarité d'un des photons, la polarité de l'autre photon change en même temps. Si on la change à nouveau, il se passe la même chose. La polarité du photon éloigné change instantanément. Ainsi, 2 objets séparés peuvent communiquer sans aucun lien physique connu. Pas de fil, pas de fibre, pas d'onde. Comme si l'un contenait en lui les informations de l'autre. C'est ça, la non-localité quantique. C'est un concept très compliqué à accepter parce qu'il va à l'encontre de notre façon d'envisager la relation entre 2 objets éloignés.
Si l'on peut se parler au téléphone, c'est parce qu'il y a un réseau de câbles, il y a des émetteurs, il y a des récepteurs d'ondes. On a besoin d'éléments physiques pour comprendre. Mais là, rien de ce que l'on connaît n'entre en jeu. Donc, on ne comprend pas. Du moins, on a du mal à le concevoir et à l'accepter. C'est parce que j'avais pris connaissance de cette découverte que j'ai envisagé comme possible ces actions à distance. D'ailleurs, la communauté scientifique l'a mise définitivement à l'honneur en décernant le prix Nobel de physique à Alain Aspect en 2022 pour ses travaux sur l'intrication quantique. Rendez-vous pour le prochain épisode vers la preuve scientifique.